Andy and You. Andy and You. Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne podcast Andy and You. Je suis Andy et aujourd'hui je vais vous parler de l'importance de se préparer. Par rapport, bien sûr, à la philosophie amérindienne, mais surtout à la manière dont la philosophie amérindienne peut nous aider dans la vie quotidienne, qui est d'ailleurs le principe de cette série sur la philosophie amérindienne. Comme chaque semaine, quand je parle d'une thématique bien précise, il y a toujours un lien avec mon propre parcours, et là, dans cette série sur les philosophies amérindiennes, ça me permet, du moins je suis renvoyé à travailler sur certaines problématiques qui peuvent survenir, mais en même temps revenir sur mon parcours et tout ce qui m'a fait devenir la personne que je suis aujourd'hui. Donc c'est toujours particulier pour moi de parler de certains sujets, surtout parce que il y a toujours besoin de ce temps, en fait, de digestion, et surtout un temps de préparation. Et justement, en pensant à ce que j'allais dire aujourd'hui, eh bien, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de parler de l'importance de se préparer, parce que, avec ce qui se passe en ce moment, les élections sont passées hier, situation un peu particulière vis-à-vis de la pandémie, la hausse des prix, la guerre en Ukraine, des choses qui se passent et qui ont tendance à, je trouve, à créer un climat d'incertitude, un certain manque de visibilité, de clarté sur les 6 prochains mois, sur l'année, sur les 2 prochaines années, 5, 10, 15. Et ce climat, nourri par ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on nous dit, à mon sens, ne concourt pas à nous aider à nous préparer. Et peut créer une situation où à un moment donné, dans notre vie, eh bien, on peut avoir tendance à ne pas vouloir faire les choses. On peut avoir tendance à ne pas vouloir passer à une étape suivante, à ne même pas avoir le temps, ni trouver le temps de se poser pour réfléchir à ce qu'on a vraiment envie de faire, à ce dont on a vraiment envie, ce dont on a vraiment besoin. Et en fait, finalement, au-delà de tout ça, c'est de se confronter à ce qui nous fait vraiment peur. Et là, dans notre vie, je pense que ça vous est arrivé, comme si ça m'est arrivé maintes et maintes fois, on peut être confronté à une situation, petite situation, grande situation, peu importe, mais qui a un effet bloquant. La situation nous freine. On n'a pas envie de la faire, on n'a pas envie d'y aller, on n'a pas envie d'y penser. On va mettre en place plein de mécanismes différents, plein de stratégies différentes pour éviter cette situation, de manière justifiée ou pas. On peut rationaliser les choses, expliquer les choses, justifier les choses, mais on sait qu'au fond, cette situation est en train de titiller quelque chose à l'intérieur de nous qu'on ne veut pas voir ou qu'on n'accepte pas. Et la situation, ou du moins notre rapport avec cette situation, crée ce qu'on appelle de la procrastination. Je trouve d'ailleurs que ce mot est assez intéressant, procrastiner, parce qu'il est on va dire qu'il est très difficile à prononcer, mais on peut avoir tendance à l'écorcher,
comme si même le mot lui-même, en fait, avait cette charge de quelque chose d'effrayant, quelque chose de bloquant qu'on cherche à éviter. Et il m'a fallu du temps à réussir à l'articuler suffisamment bien. Procra, c'est pas des mots très jolis non plus d'ailleurs, du moins des syllabes très jolies, mais voilà, on l'a dans ce terme-là qui, qui a un sens différent en fonction des gens, mais on sait très bien, c'est bah, on doit faire quelque chose, mais on n'a pas envie de le faire, et donc on ne le fait pas. Et on retarde l'inévitable jusqu'à ce que ce soit qu'on ait presque le fusil sur la tempe pour nous pousser à y aller, ou bien face à une échéance qu'on ne peut pas reculer. Et bien moi j'ai envie là, et bien justement par rapport à cette thématique et par rapport au fait que la culpabilisation, ou le sens de culpabilité, euh, c'est-à-dire le fait d'avoir une action qu'on pense devoir faire, mais qu'on ne fait pas, et qui crée un conflit en soi, ou une action que nous avons faite et que nous supposons ne pas avoir dû faire. Donc toujours dans cette relation avec le faire, et qui crée justement ce sentiment de culpabilité, eh bien, je dirais que c'est quelque chose que j'ai envie de mettre de côté parce que on est habitué à ça. Et, et là, j'ai envie de dire, oui, la procrastination a tendance à être stigmatisée. Pour moi, notamment, il y a une stigmatisation de la procrastination, dans le sens où, d'un côté, c'est tabou, tellement tabou qu'on peut avoir du mal à le prononcer quand on tendance à l'écorcher, euh, comme si en évitant le mot, de dire le mot tel qu'il est, ça permettait d'éviter la situation elle-même. Mais, au-delà de ça, c'est stigmatisé aussi parce que je trouve qu'on est quand même dans une culture où mine de rien, il y a le faire qui est là. Le faire, F-A-I-R-E, faire, l'action, l'activité. Et cette activité qui se trouve sur un curseur entre pénibilité d'un côté et plaisir de l'autre. Et c'est ça toute la difficulté, je trouve, en fait, de tout travail, tout boulot, toute activité, professionnelle ou pas, c'est de trouver le juste milieu, le juste endroit sur ce curseur où c'est juste pour soi d'être dans une activité qui peut demander de l'effort, mais en même temps une activité qui donne du plaisir. Alors, une activité qui donne du plaisir peut être une activité de passion, du cœur, comme une activité qui fait des efforts, peut être une activité stimulante, mais qui fait sortir, comme on dit, de sa zone de confort. Et c'est trouver le juste milieu, finalement, entre sortir de sa zone de confort et établir une zone de confort. Mais établir une zone de confort dans laquelle on se sent rassuré. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, simplement pour dire que, à mon sens, la procrastination a un sens. Elle a une place. Le tout est de comprendre et d'apprendre d'elle. Et donc, la procrastination est une leçon de vie et médecine d'une certaine manière. Et pour continuer quand même sur l'aspect stigmatisation de la procrastination, il y a une croyance limitante que j'ai déjà entendue, et qu'on m'a d'ailleurs déjà dit, c'est on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Et derrière ça, j'ai souvent compris cette croyance comme voulant dire tu as des besoins qui se traduisent souvent par des envies, mais qu'il y a quelque chose de plus grand que tes propres besoins. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le devoir, souvent le devoir collectif, la pression sociale, ce que veulent, désirent et attendent les autres autour de toi, peuvent être des moteurs, peuvent être des éléments plus importants que euh, mes propres besoins, mes propres envies, mes propres désirs. Et en fait, ça veut dire, mais à quel moment est-ce que je détermine que mes besoins ou mes désirs sont moins importants que ceux des autres? Ou que le devoir, ce que les règles de la société dictent,
exiger à ce moment-là que mes besoins soient mis de côté. Moi, j'ai envie de dire, et c'est pour ça que je dis que c'est une croyance limitante, c'est qu'en fait, on se retrouve encore une fois face à ce curseur, le curseur de cette, de ce spectre entre pénibilité et plaisir, où on est plus tourné vers la pénibilité, c'est-à-dire presque une démocratisation de la pénibilité. C'est normal de trimer, c'est normal que ce soit difficile, c'est normal que tu ne t'écoutes pas, puisque il n'y a pas besoin de t'écouter. Il faut que tu le fasses, c'est comme ça. Par opposition, quelque chose de plaisant, quelque chose de rassurant, quelque chose d'épanouissant, de stimulant, etc. Et là, on se retrouve dans une situation où le travail n'a pas de sens, ça se trouve, il n'en a jamais eu, mais on nous a dit peut-être qu'il fallait que le travail en ait un. Sauf qu'à un moment donné, on se rend compte que la routine s'est installée, et le plaisir n'est pas là. Le plaisir n'a jamais été là, peut-être, et on se sent aliéné par ce travail pénible, ennuyeux, difficile, stressant, et où le sens a été perdu, où le sens n'est plus. Donc situation de burn-out, par exemple, ou de burn-out, c'est-à-dire d'ennui au travail. Et c'est pour ça que je trouve que avant d'arriver jusque-là, ou peut-être que c'est votre situation d'ailleurs, mais avant d'en arriver là, ou même dans des situations les plus triviales de notre vie quotidienne, c'est-à-dire dans notre quotidien, il y a des moments, des moyens justement de pouvoir ne pas arriver jusque-là. C'est-à-dire à un moment où on peut faire le point sur soi pour mieux apprendre et mieux avancer. Et donc, que peut nous apprendre notre propre procrastination? Qu'est-ce que m'apprend justement ma propre procrastination? Parce qu'il y a des situations pour lesquelles j'ai tendance à procrastiner. Et par le passé, d'ailleurs, j'ai eu tendance à diaboliser. Quand je parle de stigmatisation, c'est ça, c'est dire « Ouh là là, procrastination, c'est mal, c'est mauvais. Pas bien procrastiner, pas bien du tout. » Et donc, j'avais tendance justement à culpabiliser de procrastiner. Et je pense que ça a été votre cas à un moment donné, de se sentir être incapable face à une situation qui peut-être pour d'autres personnes semble facile, mais des situations qui pouvaient me mettre moi mal à l'aise, sans trop que je comprenne pourquoi. Mais avant même de poser la question de pourquoi, j'étais là à me dire, il ne faut pas que je ressente cet inconfort. Mais pourtant, cet inconfort est là et m'empêche de me confronter à cette situation. Donc je vais l'éviter. Je vais éviter même de me rendre compte que je suis en train d'éviter ces situations. Parce que, voilà, il faut que j'efface toute trace de ma culpabilité. Et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que la procrastination avait vraiment une place. D'abord, la procrastination, pour moi, permet de prendre conscience de ce que l'on ne veut pas du tout. Et là, déjà, pour moi, c'est très intéressant parce que je me dis, bah oui, oui, ce que je ne veux pas. Et ça veut dire, par rapport à la croyance limitante dont je parlais tout à l'heure, du on ne fait pas toujours ce qu'on veut, mais pourquoi? Pourquoi? Et si à un moment donné on vous le dit d'ailleurs, n'hésitez pas à poser la question du pourquoi. Qu'est-ce qui m'empêcherait de faire toujours ce que je veux, si ce que je veux est juste pour moi, et juste pour les autres, d'une certaine manière? Mais si c'est juste pour moi, il n'y a aucune raison que je mette de côté ce que je veux vraiment. Donc pourquoi? Eh bien, prendre conscience grâce à la procrastination de ce que l'on ne veut pas, c'est dire non. Je dis non. Je dis non à ce qu'on m'impose, ou je dis non à ce que cette situation, ou ce à quoi cette situation me renvoie. Je dis non, je proteste. Et protester, c'est important. Pourquoi on dit que les Français sont râleurs? Mais parce qu'ils protestent. Certes, on n'est pas une culture collective comme en Asie par exemple, où c'est le groupe ensemble qui, disons, est censé prendre une décision, pas la démocratie, mais plutôt où le groupe ensemble est une entité.
Nous, on a une vision plutôt individualiste, mais pas aussi carriériste ou ambitieuse que, disons, aux États-Unis. On est quand même dans une vision où on a le droit à notre propre individualité. Mais il y a des moments où c'est quand même mis de côté, j'ai envie de dire. Enfin. Tout ça pour dire que protester est un signe de contestation. C'est un signe, pas forcément de rébellion, mais c'est un signe d'affirmation de ses propres valeurs, de ses propres croyances, face à une autre situation qu'on considère comme étant injuste face à soi, exigeant de soi des ressources, des manières de faire, de voir les choses qui nous déstabilisent dans notre construction, de notre identité. Là, la question de si c'est justifié ou pas, si c'est objectivement bien ou bon de le faire ou pas, j'ai envie de dire, on s'en fout. Pourquoi? Parce que le ressenti est là. Si je procrastine, c'est qu'il y a un ressenti là, il y a quelque chose, une situation, quelque chose dans la situation que je veux éviter parce que je dis non. Il y a quelque chose dedans qui me fait avoir envie de protester. Donc, pour savoir si c'est d'une certaine manière justifié, savoir si c'est quelque chose qui a une place profonde dans notre identité, ben, il faut creuser. Mais avant tout ça, c'est se dire, il n'y a pas de bien ou de mal. Si je suis en train de procrastiner, c'est que je suis en train de dire non. Une partie de moi est en train de dire non. Libre à moi d'écouter cette partie de moi qui dit non. Première chose. Donc déjà, prendre conscience de ce que l'on ne veut pas permet de dire, justement, ce face à quoi on est contre. Mais contre parce que ça fait réagir quelque chose à l'intérieur de nous. On n'est pas dans la moralité, on n'est pas dans l'idée de bien ou de mal, encore une fois. C'est juste à l'intérieur, on le ressent comme ça. Donc, c'est l'accepter. Ensuite, la procrastination nous apprend à prendre conscience aussi de ce que l'on n'aime pas. Bah oui, si je ne veux pas faire ça, c'est qu'il y a des chances que j'aime pas tel aspect de cette chose à faire, ou tel autre aspect. Si j'ai pas envie de, de travailler avec tel collègue, bah c'est peut-être parce que je n'aime pas un aspect de ce collègue. Après, nous ne sommes pas là pour juger. Et c'est ça l'importance aussi de cette philosophie amérindienne, c'est qu'on n'est pas dans le jugement. On est juste dans la capacité à chacun de pouvoir être sensibilisé à à sa propre manière de faire, à sa propre manière d'envisager le monde, et de quelle manière, justement, notre fonctionnement peut impacter le monde. N'oubliez pas, quand je parlais de Ometakyo Yasin, c'est-à-dire à tous mes proches, la relation avec la famille élargie, on est dans tout ce qui m'a amené, tout ce qui a concouru à ma naissance et à ce que je suis aujourd'hui, donc tous mes proches, euh, sur terre comme au ciel, qui m'ont permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui, mais aussi à tous ceux qui viendront après moi, les 7 générations futures qui viendront après moi. Et moi, je vais faire partie de ceux qui vont les nourrir eux, de ceux qui vont concourir à leur vie. Donc, j'ai une place où le passé, présent et futur, finalement, ne font qu'un, où c'est cyclique. On est ensemble, et au fur et à mesure, on me nourrit, et je nourris les autres, qui après à un moment donné me nourrissent, et je nourris les autres, etc. Et ce, pour il y a aussi longtemps que la Terre tournera et que le Soleil nous éclairera. Le Soleil et la Lune, ne l'oublions pas. Bref, donc la procrastination permet à la fois de prendre conscience de ce que l'on ne veut pas, donc de dire non, de protester, et de sentir cette protestation, et d'accepter surtout cette protestation, mais aussi de se rendre compte de ce que l'on n'aime pas. Et ça aussi, il y a toujours ce jugement. Ah, mais je suis censé apprécier ça. Ah, je suis censé aimer ça. Non, non, je veux dire, on est ce qu'on est, on est humain. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas tendre vers un mieux, mais c'est important juste de reconnaître, justement,
eh bien, les limites que pose cette procrastination, ou plutôt les limites face à lesquelles la situation qu'on évite, qu'on cherche à éviter, euh, nous renvoie. Parce que la procrastination nous permet aussi de prendre conscience de ses propres limites, de sa limite, du seuil aussi en disant non, ça je peux le faire, mais ça non je le ferai pas. J'irai pas au-delà parce que pour moi c'est violer mes droits, c'est porter atteinte à mon intégrité, c'est justement déroger à mes propres principes, mes valeurs, etc. C'est prendre conscience aussi de sa limite, de dire il y a une limite qui est là. La limite aussi de son propre corps, la limite de son propre, comme je dis, de son intégrité, qu'elle soit physique, émotionnelle, intellectuelle, spirituelle, c'est poser sa limite. Prendre conscience de ses limites aussi, et prendre conscience finalement de son périmètre. Et par périmètre, j'entends ce que je me sens capable de faire ici et maintenant. Mais quelque chose que je me sens capable de faire ici et maintenant dans cette situation. Si dans cette situation que j'évite, eh bien, je ne me sens pas capable de faire quoi que ce soit, ou je ne me sens pas capable de faire ce qui est attendu de moi, bah c'est pour ça en fait que je l'évite. Et finalement, qu'est-ce que ça implique tout ça? Qu'est-ce que ça implique tout ce que nous apprend la procrastination? Bah, ça implique pour le coup, à apprendre à accepter ses propres limites. Alors je l'ai dit déjà, mais je le redis quand même, apprendre à accepter ses propres limites. Parce que ce sont ces limites-là, c'est la confrontation ou la découverte de ces limites qui crée finalement cet inconfort face à une situation donnée. Jusque-là, tout allait bien. Ah, et là, je me confronte à une situation, et bizarrement, bah, je me sens beaucoup moins capable. Bizarrement, je me sens beaucoup moins à l'aise. Alors je vais essayer d'éviter ça, parce que je me dis, bah non, je regarde les autres, ils ont l'air d'être bien à l'aise dans cette situation, hein. Pourquoi moi je me sentirais moins à l'aise? Pourquoi je me sens inconfortable dedans? Et bah là, c'est se dire, c'est normal que je ne me sente pas prêt ou prête à faire face à cette situation, compte tenu de mon expérience, de mon vécu et surtout de ce que je ressens maintenant. Ce que je ressens maintenant me donne une indication sur ma capacité à faire face à cette situation. J'accepte juste que je suis face à mes propres limites. Déjà, ça en soi, c'est quelque chose de difficile. Surtout lorsqu'on croit qu'on est capable de tout faire. On a des limites. Mais ces limites, c'est aussi là pour nous protéger. Elles sont là aussi pour nous rassurer. Elles sont aussi là pour nous aider à consolider un socle de confiance et d'estime de soi, pour nous aider à faire face aux situations de la vie quotidienne. Mais il y a des situations face auxquelles on n'a pas consolidé suffisamment bien ce socle. Et donc, il y a des situations où notre socle, s'il est construit ou s'il est en construction, bah, il peut être un peu déstabilisé. Donc, c'est normal. C'est normal. Par rapport à notre vécu, par rapport à ce qu'on est aujourd'hui, ici et maintenant, l'inconfort est normal. Mais ce n'est pas grave. Et c'est ça l'idée. Ce n'est pas grave. Il n'y a aucune raison de se sentir coupable de ne pas y arriver. Il n'y a aucune raison de se sentir coupable de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas être à la hauteur aux yeux des autres. On s'en fout, c'est pas grave. Ça ne présume pas de notre capacité à pouvoir faire mieux. Ça dit juste là où on est, ici et maintenant. Là où on est, là, là. Pendant que je parle là, c'est là où je suis là, ici et maintenant. Mais ça ne dit pas de comment je serai demain, ou même tout à l'heure. Donc, on est capable d'évoluer, on est capable d'avancer, on est capable de se transformer, mais ça commence déjà par apprendre à accepter ses propres limites. Et donc la procrastination le permet, c'est vraiment pour moi mon indicateur premier pour déterminer mes propres limites. Mais ça demande forcément de passer par ce sentiment très désagréable de l'inconfort. Et cet inconfort peut tendre vers juste la réticence à de l'anxiété, à de l'angoisse. Ne pas sous-estimer l'inconfort. Véritablement, pour chacun, l'inconfort peut varier, et en fonction des situations, bien sûr.
Mais autre chose que la procrastination implique finalement, et tout ce que je disais avant, c'est-à-dire de prendre conscience de ses limites et de son périmètre, c'est que cela nous permet d'apprendre que, comme je disais tout à l'heure, dans le fait que ce n'était pas grave de ressentir l'inconfort, bah, c'est-à-dire que l'inconfort que je ressens face à une situation n'est pas une fatalité. On est capable d'évoluer. Donc en aucune manière, ça veut dire que je serai bloqué. Et donc c'est se dire à soi, je peux me sentir à l'aise face à cette situation. Il faut juste que j'apprenne comment. Il faut juste que je sache comment. Mais avant de savoir comment faire, il faut que je sache finalement ce qui me bloque face à cette situation, ce qui me met mal à l'aise. Mais simplement, l'inconfort n'est pas une fatalité. Je peux me sentir à l'aise dans cette situation. Ça prendra juste le temps qu'il faut. Voilà, juste le temps qu'il faut. Le temps et l'effort, mais que je peux mettre, que je peux appliquer à mon rythme, en mon temps. Quand je me sens prêt à le faire, dans ce qui est juste pour moi, ici et maintenant. Et enfin, prendre conscience de son périmètre permet aussi d'apprendre à se sentir justement prêt à passer le cap de la situation bloquante. C'est-à-dire que petit à petit, on avance, petit à petit, là je mets des idées saugrenues dans, dans vos têtes en disant « Ouh là là, la procrastination, finalement, elle n'a pas à être diabolisée. » Je suis en train de démystifier un petit peu la procrastination, qu'on a tendance un petit peu à, disons, à considérer comme étant à stigmatiser et à pointer du doigt en disant « Oh là là, si tu procrastines, c'est pas bien, tu devrais avoir honte, tout le monde est contre toi, c'est pas bien. » Et là, en fait, oui, on va me dire qu'on a des choses à apprendre de la procrastination, et surtout, l'élément presque central de tout ça, c'est se dire que je vais apprendre petit à petit à me sentir prêt. Je vais petit à petit me sentir prêt face à la situation que j'évite. C'est-à-dire que je peux faire quoi? Je peux me préparer. Et donc ça veut dire que je peux me poser la question, mais comment est-ce que je peux me sentir moins inconfortable dans cette situation? Quels sont les éléments qui pourraient me rassurer un peu plus dans cette situation? Comment est-ce que je peux me sentir de plus en plus à l'aise dedans? Et bien ça, en s'interrogeant par rapport à ça, une fois qu'on a passé la reconnaissance de l'inconfort, l'acceptation de ses propres limites, et le fait d'avoir dépassé aussi cette vision culpabilisante et fataliste de l'inconfort. Non, pas besoin de culpabiliser. Non, pas besoin de dire que c'est comme ça et pas autrement. Non, ça peut évoluer. Ça peut évoluer. Tout ce qui reste à faire, c'est s'y préparer pour être à un moment donné prêt. Donc, si là déjà je suis en train de me préparer, je ne sais pas si vous comprenez toute cette logique derrière, hein, ce à quoi j'amène, c'est de dire, bah oui, en fait là déjà, je suis déjà en train de me préparer. Mais je me prépare à quoi? Si avant je parlais de la procrastination comme point de départ, et finalement c'est un point de départ dans nos vies, et surtout un point de départ dans la mienne, euh, eh bien ça, là c'est, au-delà de dire c'est quoi la procrastination et qu'est-ce que ça implique, c'est dire mais pourquoi en fait finalement on procrastine, et surtout pourquoi c'est important de se préparer en fait, en négociant, en travaillant, en dialoguant avec sa propre procrastination. Pourquoi j'ai envie de dire, simplement parce que ça permet d'apprendre à apprivoiser une nouvelle manière de se voir soi. Il y a une situation qui me bloque, une situation que j'évite. Jusque-là, je la voyais comme quelque chose presque de normal à éviter, parce que je supporte pas, mais en même temps, je sais pas quoi faire face à ça, parce que j'y suis ramené. À un moment donné,
assez souvent, tout au long de ma vie ou en ce moment. Et je comprends que ces situations-là me renvoient à mes propres limites, aujourd'hui. Et en même temps, je dois apprendre à ne pas me détester parce que je n'arrive pas à faire cette situation, parce que je n'arrive pas à faire ce que je pense devoir faire dans ces situations, ou ce que je pense que je devrais faire dans ces situations. Donc là, je ne me déteste plus, je culpabilise plus par rapport à ça. J'ai plus honte de ne pas réussir. Mais d'un autre côté, j'ai envie de faire mieux. J'ai envie de me sentir quand même à l'aise dedans. Parce que je trouve que éviter cette situation est relativement handicapant. Et je me sens peut-être handicapé par rapport à d'autres gens qui réussissent à faire ce que pour moi est plus que difficile. Alors je vais apprendre comme ça, petit à petit, à me sentir plus à l'aise, à poser les éléments qui pourraient changer, qui pourraient euh, faire que je me sente mieux dans ces situations. Et rien qu'en m'imaginant moi, dans ces situations-là, et en me sentant mieux, c'est-à-dire en posant, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Quels sont les éléments, les aspects à modifier pour que je me sente mieux dedans? Rien qu'en faisant ça, je suis en train de changer la manière dont je vois la situation. C'est-à-dire que en me projetant moi dedans, en me projetant dans la situation petit à petit en me disant, bon, comment est-ce que je peux me rapprocher en fait de ces situations petit à petit? Comment est-ce que je peux me rapprocher d'elles sans avoir trop peur, sans être trop angoissé, sans être trop nerveux, sans être trop mal à l'aise? Encore une fois, si je me sens pas coupable, si j'ai pas honte de me sentir mal à l'aise, je peux accepter que je peux apprendre peut-être des choses dans cette situation. Et là, c'est petit à petit aussi construire, ce que je disais, ce socle de confiance et d'estime de soi. Mais ce socle de confiance, en fait, c'est juste des repères rassurants. C'est des petits repères que je place petit à petit. Par exemple, si je ne veux pas, imaginons, faire une présentation face à des clients, ma question c'est qu'est-ce que je peux faire? Alors je me rends compte déjà que je suis face à mes propres limites, je me rends compte que c'est difficile pour moi de le faire, soit parce que j'ai posé que j'étais timide, que je ne pouvais pas parler en public, etc. Soit c'est à ce moment-là, c'est dans mon identité, que je me suis dit c'est mon identité que je ne peux pas le faire, soit c'est par rapport à ces clients en eux-mêmes ou l'enjeu de cette présentation. Voilà, c'est-à-dire que si la présentation échoue, c'est la boîte, on risque de me renvoyer, ou c'est la boîte qui risque de couler, etc. Bref. Donc la pression, souvent la pression et le devoir. Et donc, quels sont les éléments que je peux mettre en place pour pouvoir me préparer à ces situations-là? Ce qui peut arriver, c'est se dire, bon, cette présentation c'est la mienne, il me reste peut-être 2 semaines, 3 semaines avant de la présenter, je n'ai encore rien fait. L'idée c'est, je vais peut-être commencer petit à petit à poser les grandes lignes. Je commence, voilà, juste là, poser. Sans trop réfléchir, je pose. Puis j'y reviens encore un petit peu. Et là, je commence à remplir un peu plus, à poser des idées pour certaines sections. Et je le laisse, je pose de côté. Et j'y reviens encore. Après. Et là, je me sens de plus en plus rassuré parce que à chaque fois que j'y reviens, il y a déjà quelque chose qui a été fait. Ça avance. Mais l'échéance aussi est là. Mince. Tranquillement, les choses se feront en leur temps. Et puis au fur et à mesure, je commence à la poser, je commence à y aller comme ça, plusieurs fois dans la journée, où les idées viennent, où j'arrive à construire les choses, et finalement la présentation est là. Mais je sais que je vais devoir la présenter, cette présentation, imaginons, sur PowerPoint. Et bien là, c'est prendre le temps de m'y préparer. Qu'est-ce qui ferait que je me sente à l'aise face à ces gens, ou plutôt, qu'est-ce qui ferait que je me sente moins mal à l'aise, moins inconfortable face à ces clients, face à cette situation par rapport à l'enjeu? C'est peut-être en connaissant le sujet par cœur, en connaissant ma présentation par cœur, en tenant le timing, en sachant répondre à leurs questions. Mais en même temps, est-ce que moi, je peux faire tout ça? Ça se trouve, ici et maintenant,
je ne suis pas capable de le faire. Mais peut-être que demain, j'y arriverai un peu plus. Alors aujourd'hui, je vais essayer petit à petit de me familiariser, de me préparer à me présenter. Donc, je vais commencer à prendre des gens, je vais commencer à présenter, faire la présentation devant moi-même, je vais m'enregistrer. Euh, Plutôt, je vais la faire, on va dire, à blanc, c'est-à-dire que je vais la faire sans m'enregistrer. Je vais la faire juste comme ça, d'une traite. Ouh là là, c'est terrible. Je me rends compte que je suis pas du tout prêt, c'est pas bon. C'est pas grave. Je vais faire une deuxième fois, je vais m'enregistrer. Là, en m'enregistrant, je vois mes mimiques, ma manière de faire, c'est déjà un petit peu plus fluide que la première fois. Mais c'est pas encore ça, c'est pas grave. Je m'enregistre encore une deuxième fois, une troisième fois, et là je me dis, bon bah c'est bien, je m'enregistre, mais qu'est-ce que ça va faire face à des gens? Bah là, je vais commencer à le présenter à mon conjoint, aux des membres de ma famille, voilà, à des amis qui passent, petit à petit, pour commencer. Je vais leur demander d'être bienveillants, je vais leur demander de me soutenir, mais je leur demandais aussi de me faire des critiques constructives pour m'aider à mieux faire, me connaissant. C'est pour ça que je vais demander à des personnes qui me connaissent, pas des gens qui vont me juger, pas des gens qui vont me rabaisser, pas des gens qui vont m'inférioriser, mais des gens qui vont plutôt m'aider à consolider ce socle de confiance pour que justement je réussisse à m'approprier un peu plus cette présentation. Et au fur et à mesure, je vais commencer à me sentir bien là, un peu plus à l'aise. Ce ne sera pas la même chose face à ces clients-là précis de cette présentation parce que peut-être ces clients-là, je ne les connais pas, ou peut-être que bah, voilà, je peux leur demander de faire une présentation d'essai, mais c'est pas grave. Au moins, je me serai préparé du mieux que je peux avec les ressources que j'ai et la personne que je me construis à être petit à petit. Ça ne veut pas forcément dire, alors l'issue, je vais m'arrêter là, je ne veux pas dire que l'issue est extraordinaire. En soi, je ne sais pas, chacun est différent. Mais c'est pour dire que face à une situation angoissante, il y a autant de stratégies qu'il y a de personnalités pour faire face à cette situation bloquante. Le tout, c'est de faire passer son cerveau en non pas un mode fuite ou en mode figé, mais en mode combat. Et ce mode combat-là, alors soit c'est mode combat, soit c'est mode rassuré. Par exemple, il y a quelque chose que j'ai appris il y a pas très longtemps sur le sens de la répartie. Et il y a des gens qu'on dirait être qui savent faire preuve de répartie sans problème. Et il y a d'autres gens qui peuvent avoir du mal à pouvoir justement faire preuve de répartie, avoir le sens de répartie, face à une situation, face à un collègue, face à un responsable hiérarchique, face à un membre de la famille, où les gens disent mais pourquoi tu l'as pas dit ça? Ou même face à une remarque de quelqu'un, et sur le moment, bah on pense pas à lui balancer tout ce qu'on a lui balancé. On n'y pense qu'après, on se dit mais purée, pourquoi j'ai pas dit ça? J'aurais dû lui dire ça, 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 ça. Et là ça vient, mais il y a 5 minutes, ça venait pas. Face à cette personne-là, ça venait pas. J'ai rien dit, ou j'ai dit quelque chose de bateau, ou j'ai pas osé dire ça, etc. Et là, forcément, ça a un impact sur notre propre manière de nous voir. Déjà, on se dit, bah tu vois, tu dis jamais les choses, tu fais jamais preuve, je sais pas moi, de franchise, ou d'honnêteté, ou de combativité face à quelqu'un, tu te laisses toujours faire, etc. Oui, ça peut. Comme ça peut être, eh bien, je me sens coupable de ne pas pouvoir, de ne pas avoir réussi à le dire, de ne pas avoir réussi à me démarquer, à demander, euh, imaginons cette promotion, de demander je sais pas, sortir les arguments que j'avais préparés pour dire tel truc ou telle chose face à une négociation. Bref, il y a plein de situations où on peut se sentir incapable, on peut se sentir justement inférieur, et surtout situations comme ça où on se dit mince, il a fallu que je dise quelque chose et je l'ai pas dit, ou je l'ai pas dit tel que je voulais le dire, ou tel que j'aurais pu le dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans une vision justement du cerveau face à un danger, il y a trois possibilités. La première possibilité, c'est le combat. Mais le combat ne peut intervenir que si on considère pouvoir gagner. Si on considère pouvoir gagner, c'est-à-dire avoir conscience de ses forces, avoir conscience en fait de son potentiel, avoir conscience de ses ressources qui sont égales et qui sont
à égalité face aux ressources de la personne. Ça, c'est une chose. Il y a une deuxième possibilité, pardon. La deuxième possibilité, c'est, mince, il y a un danger, je ne me sens pas avoir les ressources, je fais quoi? Je fuis. Je fuis en éludant la question, en ne disant pas les choses, en n'étant pas honnête, en n'étant pas franc. Je fuis parce que finalement, je suis face à une situation qui me met en danger. Souvent en plus une situation qui met en danger socialement. Par exemple, on est dans, je sais pas moi, dans les transports en commun, et pour quelqu'un qui est très respectueux, par exemple comme moi, quelqu'un me bouscule dans un bus, voilà, mais me bouscule avec vraiment véhémence, euh, je vais me retourner à dire, ah oui, vous m'avez bousculé, je vais regarder la personne, je vais dire, vous m'avez bousculé. Et la personne pourrait dire, ouais alors? Bah là, dans ce cas, moi, je pourrais me dire que socialement, je ne vais pas rentrer dans un conflit. Je pourrais me dire que je ne suis pas quelqu'un qui aime les conflits. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais je pourrais me dire ça. Je pourrais me dire, oulala, là là, tout le monde me regarde, tout le monde s'attend à ce que je fasse quelque chose, mais je me rends compte que socialement, bah mince, c'est pas convenable. J'ai pas été éduqué comme ça, on m'a pas appris à rétorquer. S'il y a en plus une personne que je considère plus âgée et qu'on m'a appris justement à respecter mes aînés, ah bah là c'est encore pire. Je peux considérer en plus que là sur le moment, est-ce que c'est juste pas juste que je dise quelque chose? Qu'est-ce que je veux dire? Comment je vais le dire? Et là déjà, hop là, on arrive à l'arrêt suivant, la personne s'en va, et moi je reste là, et il y a des gens qui me regardent. Et en me disant, mince, j'ai rien dit. Et là, je suis en train de me faire dans la tête tout le parcours du j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû éventuellement peut-être me battre, voilà, pour montrer ma virilité. Plein de situations, plein de scénarios dans ma tête pour me prouver ou essayer de me dédouaner une situation finalement qui est difficile. Qui est difficile parce qu'elle est différente pour chacun. Elle est différente pour chacun. Chacun a son expérience, chacun a son vécu. Et donc ça, c'est la fuite. La fuite, mais aussi autre chose. C'est-à-dire que je ne vais pas dire les choses directement, je vais contourner. Ou bien, troisième possibilité, qui est le fait d'être figé. C'est-à-dire de ne rien pouvoir dire. Voilà. Comme on le voit chez les animaux qui, à un moment donné, se mettent dans un mode catatonique. Ils ne peuvent plus bouger. Paralysie totale. Ça, c'est normal. Notre cerveau est configuré de cette manière. Et pour ne pas rentrer dans ce schéma-là, après, le monde est danger. On se rend compte, il y a des moments où tout n'est pas en encéphalogramme plat, tout n'est pas routinier, des choses qui nous titillent, des choses qui nous font ressentir de la joie, de la colère, de la tristesse, de la frustration, de l'impatience, plein de choses mélangées. Donc forcément, il y a des choses qui nous titillent à l'intérieur de nous, et ça crée parfois des situations de danger. Et il y a plein de situations nouvelles, après j'ai envie de dire toute situation nouvelle, peut être considérée comme une situation de danger. C'est pour ça que, en se préparant, eh bien, on évite de voir une situation comme un danger. On n'a pas besoin de se battre, on n'a pas besoin de fuir non plus, on ne prend pas le risque de fuir, et on ne prend pas non plus le risque de se figer. Alors face à une situation, on peut avoir l'impression d'avoir à se battre, l'impression de fuir et l'impression d'être totalement paralysé. Mais c'est parce qu'on ressent la situation comme étant un danger. Si, à l'inverse, on se prépare à la voir comme quelque chose qui, justement, n'est pas un danger, mais à ce moment-là, le cerveau fonctionne normalement. Nous fonctionnons alors normalement. Nous sommes en mesure de pouvoir faire face aux choses parce que nous nous sentons en confiance. Nous savons que nous avons les ressources pour y arriver, pour faire face, mais nous n'avons pas besoin de nous mettre en situation de combativité, de conflit, parce que justement, il n'y a pas de danger. Mais on a les ressources. Et ensuite, on sait qu'on peut utiliser ces ressources. Donc confiance et estime de soi. J'ai ce qu'il faut pour avancer, et je sais utiliser ce qu'il faut pour avancer. Utiliser ces ressources pour avancer. Et dans tout ça, finalement, pouf, je peux rétorquer ce que je veux. Pas parce que je me dis que je suis plus fort, mais simplement parce que je sais que je ne suis pas en danger. Bref, tout ça pour dire que la procrastination
justement, est une situation qui indique qu'on se sent en danger. Il y a un danger quelque part. Que ce soit un danger réel ou un danger perçu, perçu comme tel, une situation perçue comme un danger, mais qui en gros renvoie à des situations du passé, l'idée c'est de se rassurer. Rassurer petit à petit. Et donc c'est pour ça que je disais que avancer, euh, apprivoiser une nouvelle situation, une situation bloquante, c'est poser petit à petit des repères rassurants dans cette situation même. Et donc à ce moment-là, on n'est plus déstabilisé par la situation, et on a réussi à construire, comme je dis, un socle de confiance, ou du moins on a réussi à consolider un socle de confiance et d'estime de soi encore plus important. Et cela peut se faire en se posant régulièrement, sinon tout dans la question, qu'est-ce que je peux faire avec ce que je suis aujourd'hui et les ressources à ma disposition ici et maintenant pour me sentir de plus en plus à l'aise dans cette situation. Autre chose aussi que peut aider à faire se préparer, disons, voilà, on pourrait me demander à quoi ça sert de se préparer. Comme je disais, ça apprivoiser une nouvelle manière de se voir soi en apprivoisant une nouvelle manière de voir une situation. Et bien, se préparer permet aussi de se préparer, j'ai envie de dire, l'avenir. C'est-à-dire que je commence moi à instaurer un changement à l'intérieur de moi en envisageant différemment une situation, une personne, un environnement, une réalité. Donc ça veut dire que je suis en train de modifier ma manière de réagir plus tard, en fait, à cette situation. Si avant, jusque-là, j'étais bloqué face à une situation, si là, je commence petit à petit à apprivoiser la situation et à apprivoiser ce qui me fait peur dedans, et à me rassurer surtout dans ces situations, c'est-à-dire que plus tard, bah, cette situation peut ne plus me bloquer. Bah, si elle ne me bloque plus, bah, ça veut dire que je peux avancer dans cette situation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de frein. Ou du moins que cette situation n'est plus un frein. Et qu'est-ce que ça dit de moi? Bah, ça veut dire que j'aurais réussi, moi, à avancer. J'aurais réussi, moi, à dépasser un obstacle. J'aurais réussi, moi, à surpasser mon moi qui avait peur et qui évitait cette situation. Même si c'est un petit peu, c'est déjà beaucoup. C'est déjà plus qu'avant. Et donc, c'est vraiment préparer son propre avenir. Préparer justement le chemin un peu de cette meilleure version de soi qui, elle, se sentira plus à l'aise. Et pour revenir à la philosophie amérindienne, et revenir à un sujet que j'aime beaucoup quand même, et qu'on connaît un peu tous sur les animaux totems, bah moi, là, il y a un animal qui m'a accompagné pendant plusieurs années, et qui m'accompagne toujours, et qui est le lézard. Et le lézard a une médecine, c'est-à-dire une leçon de vie que je trouve extraordinaire, et justement, cette médecine a affaire à la préparation. Mais la préparation par un monde, un univers un peu particulier qui est le rêve. Et la médecine du lézard nous apprend en fait que la réalité physique ici et maintenant en fait a sa source dans le rêve. Le rêve comme ce monde de l'imaginaire, et qui dit imaginaire ne dit pas forcément irréel, ça dit juste que ça a sa place ailleurs, dans son esprit, dans sa tête, dans son cœur, mais quelque chose qui n'est pas encore dit manifesté, c'est-à-dire qui n'est pas encore présent dans la réalité physique. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas déjà la faire émerger, c'est-à-dire faire émerger cette réalité. Et la préparation permet ça en fait. La préparation, rêver, c'est modeler, c'est créer. Rêver le monde, c'est déjà le modeler, c'est déjà l'influencer, c'est déjà tracer un chemin qui permet justement d'apprivoiser nos situations. C'est déjà parce que moi je change mon comportement
alors la situation change. Alors le monde change. Parce que justement, moi, j'ai appris à vivre avec cette préparation et j'ai évolué, je me suis transformé par cette préparation, de telle sorte que forcément ça a des impacts. On revient encore. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes impacte de près ou de loin notre monde. Donc si je transforme une situation bloquante en une situation qui me permet d'évoluer, de grandir et de me sentir bien et mieux, alors j'apporte en ce monde, j'impacte ce monde de manière plus positive. Au lieu d'encourager et d'entretenir quelque chose de négatif pour moi, je crée et j'entretiens une situation qui est devenue positive. Donc forcément, c'est quelque chose qui a un impact positif sur le monde, sur son environnement, sur sa famille, sur son foyer, sur soi-même. Donc se préparer mentalement à une situation, rêver une situation, parce que comme je disais tout à l'heure, il faut envisager les éléments qui pourraient nous aider à être plus rassurés. Et donc ça veut dire qu'il faut faire preuve d'imagination. Donc là, on revient au monde du rêve. Et donc se préparer mentalement à une situation signifie modifier aussi sa relation, l'impact qu'a une situation sur soi. Et tout ce qu'elle peut représenter d'ailleurs. Et donc, en changeant l'impact qu'a une situation sur soi, en transformant d'une polarité négative à une polarité plutôt positive, positivante, on est en train de se préparer surtout à penser les plaies du passé. C'est-à-dire à consolider ou reconsolider ce socle-là. Et là, ça veut dire qu'on se sent plus fort, mais ça veut dire aussi qu'on se sent plus épanoui. Il y a un mieux-être. Il y a un mieux-être, justement parce que, comme l'apprend le lézard, on est dans une médecine, c'est-à-dire un remède, une leçon de vie qui permet de guérir d'une souffrance, d'une angoisse, d'un inconfort, et donc de se transformer. Forcément, cette guérison-là crée une transformation dans sa manière de voir les choses, et donc le rêve le permet, l'imagination le permet. Il permet aussi de dégager, de pouvoir faire appel à sa créativité. On revient encore une fois à cette protestation et à ses limites, en disant le monde est d'une certaine manière. On est dans une réalité physique qui est d'une certaine manière avec ses règles et ses codes. Mais, soi-même, nous, chacun d'entre nous, on a nos propres règles. On a nos besoins, en fait, qui sont là et qui nous dictent ce qui est juste pour nous. Et ça veut dire que, face à une situation qu'on évite, il y a quelque chose face à laquelle on a envie de dire non. Non, je veux pas ça, je veux pas du tout. Donc c'est prendre conscience aussi que il peut y avoir des choses qui peuvent être difficiles à dépasser, et peut-être des choses aussi qui ne sont pas à dépasser, d'ailleurs. Mais l'idée, c'est de comprendre que protester permet de renvoyer, alors on est dans une situation où le cerveau perçoit la situation comme un danger, mais on est face à un combat. Il n'y a pas de fuite, on n'est pas figé, mais on combat, parce qu'on dit non, on proteste. On ne proteste pas en disant « vous êtes méchant », non, on proteste en disant « nous, on veut mieux » ou « on veut ça », mais on ne veut pas autre chose. Et pour ça, ça demande de proposer des solutions, ça demande d'imaginer des choses, d'imaginer le monde autrement. Pour pouvoir faire que le monde soit autrement, il faut l'imaginer avant tout, il faut le rêver. Donc, penser ses plaies, guérir, passe aussi par se préparer à guérir. À travers une situation, à travers un environnement, par une personne, etc. Mais c'est travailler cette relation qui, en la préparant, en se préparant à être plus rassuré, en se préparant à ne plus ressentir le danger, à ne plus être en mode danger, qui nous permet, en fait, de nous transformer et de nous sentir mieux armés, mieux protégés, mieux rassurés, mieux soutenus
face à une situation qui jusque-là euh, nous déstabilisait, nous déroutait, nous angoissait. Et finalement, se préparer et rêver, c'est aussi, comme je le disais, éclaircir le chemin de notre futur nous. C'est-à-dire, c'est déjà poser les jalons d'une meilleure version de soi, en fait. Et ça commence face à une situation qu'on évite. La clé finalement du développement personnel, c'est d'être confronté à un problème. C'est pas s'imaginer que tout va bien, pas se dire que tout va bien. C'est face à quelque chose qui nous rebute, quelque chose qui nous bloque, quelque chose qui nous freine, qu'on peut faire émerger une leçon. Notre propre leçon de vie, qui nous permet de penser les blessures de notre passé. Et en ce faisant, on devient ainsi une meilleure version de soi. Et cette meilleure version de soi, qui a transformé une polarité négative en une polarité positive, eh bien, impacte de manière plus positive le monde. Donc c'est véritablement porter sa pierre à l'édifice de la construction du monde, mais la construction d'un monde qui impactera aussi les 7 générations futures. Donc ça veut dire que rien qu'en construisant comme ça ces repères, en posant des repères pour nous sentir mieux face à une situation bloquante, on est déjà en train d'apporter une leçon de vie, des valeurs, on est déjà en train de consolider le socle de confiance de nos descendants. Comme là où nous sommes aujourd'hui, et le socle qu'on peut avoir aujourd'hui, est en partie le résultat de ceux qui ont concouru à ce que nous soyons ici et maintenant présents sur Terre. Donc, il n'y a pas de petite action, il n'y a pas de petits gestes pour soi, il n'y a pas de petite préparation. Toute préparation permet d'avoir cet impact positivant, épanouissant et stimulant pour ceux qui viendront après. Et c'est toujours l'idée que se préparer, c'est aussi accepter ses limites, mais aussi accepter qu'on est en mesure de les dépasser en son temps et à son rythme. Et d'un autre côté, peut-être qu'on n'a pas besoin de les dépasser. Ça se trouve, on a juste besoin d'explorer ses propres limites pour renforcer son propre socle de confiance dans son périmètre, dans ce qui est juste pour nous de faire ici et maintenant, dans son propre espace, et toujours dans ce qui est juste pour soi. Et enfin, se préparer, rêver, imaginer un monde meilleur pour soi, finalement, c'est déjà commencer à poser les jalons, comme je disais, d'une meilleure version de soi. Mais ça implique d'apprendre de soi, d'apprendre à se comprendre, d'apprendre à mieux se connaître, pour se sentir mieux, ou encore mieux, avec soi et le monde. Alors, après tout ça, que pensez-vous de la procrastination? Maintenant, après justement tout mon plaidoyer sur la place que peut avoir la procrastination et les manières de l'utiliser comme un levier pour se sentir mieux dans sa vie. Est-ce qu'il y a des situations euh, justement dans lesquelles vous avez tendance, ou face auxquelles vous avez tendance à procrastiner? Qu'est-ce qui vous bloque? À la lumière de tout ce que j'ai dit justement, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous freine dedans? Qu'est-ce qui vous effraie? Est-ce que vous avez des idées de pourquoi? N'hésitez pas à me partager votre expérience, soit en commentaire sur les différents canaux, ou bien par mail. Et je me ferai une joie de vous répondre. Merci pour votre écoute, et à très bientôt pour le prochain épisode d'Andy and You.